Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Comme chaque semaine, nous parlons de retour d'expérience, de cas d'utilisation, de migration, de modernisation d'applications. Nous parlons du cloud en général. Avec nos invités, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Prêcheur, qui est architecte cloud chez Gecko, part of Accenture. Gecko, une société de services qui a rejoint récemment les rangs de Accenture. Guillaume, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'une migration d'un référentiel d'entreprise pour une société qui s'appelle Teréga. Teréga, c'est un grand gazier du sud de la France. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, Teréga, ils sont basés à Pau. Ils travaillent effectivement, ils font de la distribution de gaz. Donc, ils sont en gestion de l'ensemble des pipelines qui permettent de distribuer le gaz dans toute la partie sud. Voilà, on les accompagne dans leur migration vers le cloud depuis maintenant 2 ans. 2 ans, effectivement, il y a 2 ans, ils ont entrepris cette grande migration, cette modernisation des infrastructures et de leur système. Et voilà, et dans ce cadre-là, effectivement, ils nous ont demandé de travailler ou de retravailler sur la migration d'une base de données de référence. Oui, donc quand tu dis 2 ans, c'est bien plus qu'une migration vers le cloud. C'est vraiment une réarchitecture, une modernisation de leur système IT, et c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. C'est quoi ce référentiel d'entreprise dont on va parler aujourd'hui? Alors c'est simple, c'est quelque part, c'est une base de données assez statique, mais qui va permettre de distribuer de la data à tous les services un peu de l'entreprise. Donc tu vas retrouver des données un peu du style la liste des clients. Donc ça va être ce qu'ils vont appeler le domaine commercial. Ils vont avoir un domaine plutôt orienté achat. Donc tu vas retrouver les fournisseurs. Tu vas retrouver aussi les RH, les aspects stratégie, les aspects infrastructure et les aspects finance. Et toute cette base de données-là, elle va être utilisée par d'autres services, par d'autres systèmes pour pouvoir faire des agrégations, C'est vraiment une base de données centrale dans l'entreprise. Ah oui, donc c'est doublement important. D'abord, c'est le référentiel, c'est la source d'autorité sur des tas de données clés, notamment les données clients, mais également, je suppose que c'est un système qui doit être hautement disponible parce qu'il est sollicité en permanence par les autres systèmes qui viennent pêcher de la donnée dedans, c'est correct? Oui, il est en amont, du coup, forcément, il doit répondre au mieux au SLA, à la haute dispo, et évidemment être scalable et répondre à chaque requête. Et donc ce système a été développé il y a quelques années. C'était temps pour Teréga d'en refaire une réarchitecture. Et tant qu'à faire, autant réarchitecturer dans le cloud. Comment vous y êtes pris? Quelle est l'architecture que vous avez décidé d'implémenter dans le cloud pour ce référentiel? En fait, on est parti d'un constat de quelques, on va dire, défauts de la base de données initiale. Donc en fait, elle était constituée elle était déjà sur le cloud. Elle était dans un RDS. Ils avaient fait une migration d'une base de données et en fin de compte, ils avaient fait une base de données, on va dire, plutôt traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une grande base de données monolithique avec les liens entre les domaines dont je t'ai parlé tout à l'heure, domaine achat, domaine client, domaine RH. Les liens étaient faits en dur par des clés directement dans les tables. Ils ont obtenu donc une base de données très performante, certes, mais une grande difficulté à la faire évoluer. Puisqu'en fin de compte, tu avais des mécanismes internes qui rendraient vraiment techniquement assez compliqué l'ajout de nouveaux objets en base, l'ajout de nouveaux domaines. Voilà, donc le parti pris, c'était de se dire de proposer une solution qui permette d'adresser chacun des domaines de façon le plus indépendant possible, indépendamment, afin de pouvoir les faire évoluer à leur cycle, chacun à leur rythme. C'est intéressant parce que c'est un projet de réarchitecture, pas tellement de migration. Enfin, c'est une migration de base de données vers quelque chose d'autre, vers un système de référentiel. Mais tu disais, ils sont déjà sur Amazon RDS, donc ils avaient déjà fait cette phase qu'on rencontre très souvent dans les migrations, qui est un lift and shift. Je prends ce que j'ai en existant, je vais le mettre dans le cloud tel quel sans le changer. Je prends mon monolithe et je le mets dans le cloud. Amazon RDS, pour ceux qui connaissent pas, c'est un service managé de base de données. Donc c'est votre base de données MySQL, Postgres ou Oracle ou Microsoft SQL Server, ou MariaDB, comme ça, je les ai toutes citées, gérées par AWS. Mais donc ici, votre projet, votre mission, c'était de donner un coup de jeune en termes d'architecture pour adresser ces problématiques de casser le monolithe en quelque sorte, de rendre le système plus dynamique et plus facile à faire évoluer avec le temps. Comment vers quoi vous êtes parti alors en termes d'archi?
On a voulu découpler la partie client et la partie stockage. Un premier point, c'était d'offrir et de définir la partie client au travers d'API. Donc, on a défini, en prenant du Swagger ou de l'OpenAPI, on a défini vraiment les API telles qu'on les voulait côté utilisateur. Et ensuite, on a construit quelque part une couche, les couches de persistance en fonction du besoin utilisateur. Donc, on a déjà une séparation entre API et les couches de stockage. Je t'arrête là sur 2 points, parce que ça me fait penser à plein de choses ce que tu es en train de dire, séparer les API du stockage. Ça veut dire qu'avant, la manière d'accéder à ce référentiel pour les applications, c'était en tapant du SQL directement dedans. Il n'y avait pas cette séparation. Je crois bien qu'on était... Ce qui est ultra classique dans le monde de l'entreprise, c'est souvent comme ça qu'on fait, surtout sur des applications qui datent un peu. Et la deuxième chose que tu as dit dans cet aspect séparation des API, les API ont été définis par ceux qui vont les utiliser. Donc c'est pas l'owner du référentiel qui out of the blue, comme on dit en français, en franglais, s'est dit ok, je vais imaginer tel et tel API. Vous avez été voir plutôt les utilisateurs de ce référentiel pour dire qu'est-ce que vous voulez comme API. Alors c'est notre PO qui nous les a fournis, nous, on les a construits avec lui. Sur une base de standardisation d'API REST. Donc, on est vraiment très proche des recommandations REST. Et après, lui, effectivement, est allé rencontrer les business et les utilisateurs pour affiner les besoins. Il y aura plein de choses à dire peut-être dans un autre épisode parce que je vais continuer sur l'aspect data ou si on a du temps à la fin, sur l'aspect pérennité des API. On a tendance à dire chez Amazon qu'une fois qu'une API est dans la nature, elle y est pour toujours et donc il faut construire quelque chose du plus évolutif possible après. Mais j'y reviendrai. Donc une couche API, une couche stockage, on a parlé de la couche API. Quels sont les choix techniques de cette couche API ? Alors, les technos pour l'API, on a utilisé celle qu'on connaissait le mieux, c'était et qui nous a toujours bien rendu service, c'était API Gateway. Et en dessous de laquelle on a mis des lambdas et des lambdas qui allaient effectivement se servir de services RDS pour faire le stockage physique de la data. Donc vous avez dû modéliser la donnée avec Swagger, donc en JSON, modéliser les actions sur les données, implémenter cette API avec API Gateway et des fonctions lambda pour aller chercher les données dans le référentiel. Exactement. Qui lui est resté Amazon RDS. Ouais. Alors, chose intéressante, c'est qu'on s'est basé aussi, on a fait du modèle as code. C'est-à-dire qu'on a développé les API Python qui permettent d'accéder aux data et ces API Python on fait générer les schémas qui sont importés dans la RDS. Du coup, on a vraiment une structuration as code, aussi bien au niveau de l'infra, donc sur la définition des API Gateway, sur la définition des lambdas et leurs interactions, mais aussi ça va jusqu'à la définition des modèles objets. Ça, c'est intéressant quand on parle d'une feuille blanche, d'un green field, comme on dit de nouveau en franglais. C'est dire on peut modéliser avec du code et générer le data model finalement à partir du code. Mais comment vous êtes assuré alors que le data model soit suffisamment proche du modèle existant pour permettre une migration des données existantes ? Mais ça, c'était un travail qui a été fait en amont par notre PO, je dirais, du coup, qui a lui-même fait ce premier travail d'élagage, de découpage des datas pour essayer de retrouver dans chacun des domaines les informations primordiales à rattacher aux objets et après définir les informations, on va dire secondaires, celles qui faisaient partie d'autres domaines. Vous êtes parti des objets Python ou vous êtes parti de la définition Swagger des objets ? Non, en fait, on est parti de l'API Gateway, de la définition des objets à manipuler. Et avec celle-ci, on a construit le modèle Python qui a généré le schéma dans la base. Quand j'étais jeune, au siècle passé, j'avais utilisé des outils qu'on appelait Object Relational Mapping et qui sont toujours super populaires. Je pense à Hibernate en Java est probablement le roi de cette catégorie. Il y a des choses équivalentes en Python. Comment vous avez fait ? Oui, en fait, on a utilisé SQL Alchemy. Donc, on a intégré SQL Alchemy sous la forme d'un layer. Et puis du coup, toutes nos lambdas se servent de cette couche, de cette bibliothèque Python, effectivement, pour faire le mapping avec
avec les objets de la base. Et la base, c'est vous qui avez dû la créer aussi, ou c'était une autre équipe qui s'occupait de l'aspect stockage? Non, on a aussi créé l'infra as code qui allait bien, qu'on a modélisé en Terraform. On va parler de Terraform dans une seconde. La base, c'est quoi? C'est Amazon RDS, MySQL, Postgres? RDS, un RDS de MySQL. MySQL. Mais le fait que tu hésites est intéressant. Ça veut dire que quand on utilise ce genre de technologie, finalement, l'engin de stockage sous-jacent n'est pas super important. Ce qui est important, c'est l'API, la manière dont on accède aux données. Et il y a des couches qui permettent de cacher ça aux développeurs, comme SQL Alchemy, par exemple. Je reviens sur autre chose que tu as dit. Donc, je répète, nouvelle architecture, une API REST basée sur des définitions Swagger, donc une définition d'API formalisée, implémentée par API Gateway Lambda, et puis du code Python qui va taper dans une base de données Amazon RDS. Mais pour provisionner cette infrastructure, pour créer cette infrastructure, vous avez utilisé Terraform. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, Terraform, c'est un choix qui nous a été imposé par Terrega, parce qu'en fait, ils utilisent Terraform dans différents contextes, ainsi que leur CI/CD qui est construit autour de Bitbucket CI. Donc, on s'est intégré avec leur équipe cloud dans leur best practice en termes de DevOps. Ce qui a du sens aussi, c'est de rester, d'avoir une certaine unité quand même au sein des outils qui sont choisis par des différentes équipes. Donc Terraform d'Archicorp qui pour le dire rapidement, est un équivalent de CloudFormation pour ceux qui connaissent CloudFormation. Donc, c'est un outil d'infrastructure as code qui permet de définir l'infrastructure. On donne à l'outil et il génère l'infrastructure pour nous. Et le outil de CI/CD, Bitbucket, tu disais, c'est d'Atlassian, c'est un service managé de CI/CD. Donc, comment tout ça s'intègre? Vous avez un code repository avec la définition de vos API, les lambda, etc. Et à partir de là, tout se déploie tout seul? Oui, c'est exactement ça. Il y a plusieurs repositories, et puis après, il y a différentes stacks dans les Terraform qui sont construites, des stacks plutôt orientés network et sécu, des stacks qui sont orientés storage, et enfin des stacks qui sont orientés compute. Voilà, donc tout ça se joue, et ensuite dessus, on va y déployer le code des lambda. En fait, vous appliquez des techniques de développement d'applications modernes, 21e siècle, à des choses qui sont très 20e siècle, un référentiel central d'entreprise, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes personnes qui travaillent en IT qui ne sont pas nécessairement excitées à travailler sur ce genre de choses. Mais là, vous lui avez donné un coup de jeune avec une API REST, avec de l'infrastructure as code, avec du CI/CD. Quels sont les bénéfices que vous en avez tirés ou que Terrega en a tiré de cette nouvelle architecture? Aujourd'hui, on est capable de rajouter un domaine dans cette application. Alors quand je dis un domaine, c'est en end-to-end, c'est-à-dire mettre à disposition à l'utilisateur final, une nouvelle API et toute l'infrastructure de stockage qui va bien. En un sprint, on peut créer un nouveau domaine et des nouveaux objets. Donc là, on parle en un sprint, donc c'est typiquement 2-3 semaines? C'est 2 semaines, 2-3 semaines. Mm-hmm. Pour un objet simple, ça va être, pour la création d'un nouveau domaine et d'un nouvel objet simple, ça va être peut-être 2 semaines. Voilà, donc ça, c'est des délais super rapides. Et c'est ça qu'ils voulaient. C'est vraiment être en capacité de faire vivre ces domaines-là pour pas que ça devienne des bases un peu figées. Donc ça, c'est vraiment la flexibilité, la plus grande réussite. On est en complète infra as code, ça c'est comme je disais, donc on a une capacité de renouveler cet environnement dans des environnements de prod, dans des environnements de pré-prod, en environnement de dev. Donc on a une qualité des delivery qui est assurée. Et on a pu mettre en place en plus, alors là c'est le cadeau, c'est un déploiement à la user story. Donc on est c'est-à-dire et en blue-green. C'est-à-dire que à la fin d'un sprint, on va sélectionner les user stories que l'on souhaite voir passer en prod. Ah oui, l'unité de déploiement est extrêmement granulaire. C'est au niveau du user story, on va déployer celle-là, et pas nécessairement l'ensemble des choses sur lesquelles on est en train de travailler. C'est ça que tu veux dire? Et comme on tourne sur un double environnement, équivalent blue-green, on est capable de préparer les déploiements en prod et juste au dernier moment d'aller switcher l'API au niveau de son staging. On est capable d'aller switcher pour aller fonctionner avec les nouvelles versions. Donc vous faites du blue-green deployment sur un référentiel. On ne parle pas vraiment... Enfin, s'il y a du code, il y a le code de l'API évidemment, mais derrière, il y a une base de données quand même
très relationnel, MySQL, tu as dit, avec des data models. C'est une question que j'ai très souvent quand je parle de Blue-Green Deployment ou même de CI/CD en général, de dire, OK, c'est bien beau votre histoire d'intégration continue, de déploiement continu, mais si mes modèles de base de données changent, comment je fais ça et comment je peux revenir en arrière? Vous faites ça? Vous faites non seulement du déploiement de l'API, mais du déploiement des changements de la structure de la base de données? Oui, alors pour ça, on a utilisé un outil qui s'appelle Alembic. Et en fait, à chaque montée en version, tu vas décrire sous forme de script tes montées en version ou ton rollback de version. Tu vas faire tes asserts dans ta base avec à décrire tes scripts de mise à jour de ta base et les scripts qui permettent de refaire le rollback. Et donc, c'est Alembic qui gère en quelque sorte la version du DDL, du data model? Exactement. Et il est capable de revenir en arrière aussi? Tu peux lui dire, reviens à la version N-1? Tu lui fournis les scripts. En fait, tu lui fournis les scripts Delta. D'accord, donc le script pour passer en N+1 et le script pour passer en N-1. Ouais. Donc il faut quand même maintenir les scripts. Ouais, c'est logique, il n'y a pas de magie à un moment, il faut bien. Un autre, ouais. Et tout type de changement, enfin, je veux dire, il y a les changements simples, je rajoute une colonne dans une table, c'est comme rajouter un champ dans un JSON, c'est assez transparent pour tout le monde en général, mais rajouter une table aussi, mais s'il y a des choses qui disparaissent ou qui changent de nom, un changement de nom dans une colonne, pire, un changement de nom de table, c'est des choses qui sont gérées aussi par Alembic? Ça, je pourrais pas je suis pas expert en Alembic. Je pourrais pas aller jusqu'à là au niveau de la définition. On va aller regarder ça et je mettrai les notes, les liens vers ces différents outils dont tu parles, hein, SQL Alchemy, Terraform, Alembic, dans les notes du podcast. En déploiement continu, on déploie, mais on peut faire des rollbacks si quelque chose se passe mal. Et donc, c'est ça que vous faites si jamais ça se passe mal. Ouais. C'est Alembic qui va downgrader. Ouais, au niveau du objet, oui, c'est Alembic qui fera le rollback. Quelle est la métrique que vous utilisez pour faire un rollback? Ce sont des résultats de tests fonctionnels ou autres? Je ne sais pas. Ok. Désolé, je me pose plein de questions au fur et à mesure qu'on parle. Et donc, vous faites du Blue-Green Deployment. Je répète l'idée du Blue-Green. On a 2 environnements et on peut le faire puisqu'on est dans le cloud. Il ne faut plus acheter des machines physiques pour le faire. On déploie sur, disons que si la prod c'est Blue à un moment donné, bien on déploie sur Green. Et puis après, quand on a fait tous les tests et qu'on est sûr que Green est OK, on envoie soit la totalité du trafic, soit partiellement une partie du trafic sur Green en monitorant les KPI de manière à pouvoir revenir sur Blue si jamais quelque chose se passe. Comment vous faites la bascule de Blue à Green? Est-ce que c'est 100% du trafic, une partie? Et quels sont les mécanismes que vous utilisez? Eh bien, écoute, c'est au niveau de l'API d'entrée. D'accord. Et avec les staging alors d'API Gateway? Ouais, c'est au niveau du staging d'API. Donc ça switch 100% du trafic à un moment donné. Non. Et il suffit de reconfigurer API Gateway pour retaper sur l'autre environnement. Exactement. C'est super intéressant tout ça, voir comment on peut donner une architecture moderne à un référentiel SQL relationnel d'entreprise assez classique. Comment tu vois le futur de ce projet-là? Quelles sont les choses qui t'occupent dans la journée pour le moment? Alors, aujourd'hui, en fait, on a quand même au sein de ce système-là une couche générique qui permet en fait de faire un peu le mapping générique entre les API Gateway et les objets Python et la manipulation, et qui implémente aussi un certain nombre de règles métiers de la base de données. Cette couche générique, elle devient complexe en fin de compte parce que il y a un niveau d'abstraction qui fait que elle devient complexe. Je pense qu'on a un travail puisqu'elle est partagée et surtout elle est aussi partagée par l'ensemble de ces domaines. Et du coup, ça nous fait pour nous un point un petit peu critique, je dirais, sur ce système-là, où il va falloir qu'on se reconcentre un peu pour voir comment simplifier d'une part cette partie-là, et d'autre part comment la découper pour que on ait un minimum d'impact lorsqu'on modifie une règle d'un des domaines. Voilà, et pour pas retomber, en fait, pour pas reconstruire au sein de cette couche-là sur quelque chose de trop monolithique. Voilà. Donc, c'est là, quand on a voulu faire du générique au maximum, ben, on peut obtenir ce genre de couche d'abstraction pas évidente à coder. Donc ça, voilà, c'est un sujet sur lequel on pourrait travailler pour simplifier
et onboarder plus simplement des développeurs sur le projet. Donc c'est continuer à casser le monolithe. C'est normal que quand on fasse une migration, il y a des choses qui soient adressées en premier, puis d'autres par la suite, et puis on les identifie avec le temps, et on se donne un peu de temps pour continuer de refactorer. Donc ça, c'est au niveau de l'architecture interne, le mapping des objets vers Python et relationnel. Tu parlais des déploiements également. Ouais, on aimerait bien avoir des déploiements un petit peu plus chirurgicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien défini des stacks Terraform bien indépendantes en termes de, comme je disais, réseau, storage et compute. Mais ce qu'on voudrait maintenant, c'est pouvoir les pousser maintenant, soit par domaine, juste modifier par exemple une couche de storage pour le domaine. Comme ça, on pourrait vraiment pour un domaine précis. Comme ça, on aurait des mises à niveau de version vraiment optimales. Il n'y aurait pas eu tout le système de vérification que les stacks sont à jour. Donc là, on aurait vraiment une capacité à déployer une user story pour un domaine et juste la partie dont on a besoin. Ça, ce serait vraiment idéal. C'est vrai que ce sont des best practices de couper les stacks, qu'ils soient CloudFormation ou Terraform, évidemment par couche, réseau, API, base de données, etc., mais également par domaine. Ça peut avoir beaucoup de sens. En termes de performance et de vitesse de déploiement, en fait, et souvent ça change pas, les stacks ne changent pas. Il y a très peu d'éléments dans la stack qui changent, mais le fait d'aller contrôler, quand même rejouer quelque part le CloudFormation derrière qui va contrôler que les stacks n'ont pas changé, ça fait perdre du temps au déploiement. Alors que là, on aurait capacité vraiment à être plus précis et vraiment ne modifier que les stacks nécessaires. T'as une idée du nombre de déploiements par jour, par semaine, par mois? Non, là c'est compliqué. Aujourd'hui, on est encore limité. On déploie plutôt en fin de sprint. On n'est pas en déploiement continu. Donc, à l'issue des sprints, on décide les user stories qui sont candidates pour aller en prod, mais c'est encore fait. C'est pas fait au fil de l'eau de façon complètement automatisée et complètement fluide. Probablement une piste pour le futur également. Comment les applications qui accèdent à ce référentiel s'authentifient auprès de ce référentiel aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on passe par une simple sécurisation par API key, par clé d'API. Alors quelque part, ça justifie parce que les API qui vont utiliser nos API ou les applications sont des applications internes. Donc quelque part, on sait que on va être attaqué par des API de chez nous. Donc cette protection suffit largement et elle est plus là pour nous contrôler d'où viennent les appels, et comme ça on peut faire des statistiques de d'où viennent les appels de nos API, plus que de la sécurité. Mais effectivement, si on avait à publier ces API, ça pourrait valoir le coup d'aller les protéger un peu plus. Bien, je crois qu'on a pas mal parlé de la question. Donc futur, continuer de couper le monolithe, que ce soit dans la couche API elle-même, dans le code de l'API, ou dans vos possibilités de déploiement et de casser les stacks de déploiement en de plus petites unités. Guillaume, merci pour cette description de ce projet de migration de référentiel d'entreprise au sein de Teréga, donc fournisseur de gaz dans le sud de la France, distributeur et fournisseur de gaz. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous laisser vos feedbacks avec des petits pouces vers le haut et des 5 étoiles en fonction des applis de podcast que vous écoutez, que vous utilisez pour nous écouter. N'oubliez pas d'en parler autour de vous également, auprès de vos collègues et sur les réseaux sociaux. Nous sommes toujours là pour vous écouter. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.